Bonjour et bienvenue dans Maman et moi, le podcast qui donne la parole aux mères dans toute leur vérité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme dont le parcours m'a bouleversée. Elle est devenue maman à 23 ans, à un moment où rien n'était prévu. Elle a vécu la maternité jeune, pleine de doutes, de questions. Et puis, la vie a tout fait basculer. Le père de son enfant est décédé brutalement. Elle s'est retrouvée seule, face à elle-même, face à son enfant, face à la vie. Dans cet épisode, elle nous raconte comment on tient debout quand on n'a pas le choix. Comment on invente une maternité à la fois tendre, résiliente et pleine d'amour, même dans l'absence. Elle nous parle de solitude, de force, de reconstruction et de son lien profond avec son fils aujourd'hui. C'est un épisode fort qui parle du chagrin, mais aussi de la lumière. Merci à elle d'avoir accepté de poser sa voix, de confier ses mots et d'ouvrir ce chapitre intime avec tant de sincérité. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots en dehors du mot maman ? Alors oui, je m'appelle Chani, je vais avoir 40 ans cette année. Je suis professeure de cabaret burlesque à Genève et j'ai également une entreprise d'assistante freelance. Les gens me qualifient de quelqu'un de solaire et d'un peu déjanté, mais qui aime la vie. Voilà. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Tu as eu un enfant assez tôt. Oui. Donc à quoi ressemblait ta vie quand tu as eu ton fils, c'est-à-dire que tu avais 23 ans ? Je travaillais la journée dans un café tea room et le soir du jeudi au dimanche en boîte de nuit. Je travaillais 7 jours sur 7, j'avais une vie hyper active, je sortais, je faisais la fête. Je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans. Okay. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui avait une stabilité. Je vivais chez le père de mon fils, mais vraiment on vivait dans un studio. Enfin, voilà. Okay. C'était pas vraiment la vie préparée pour être maman. D'accord. Alors du coup, j'imagine que cette grossesse, c'était une surprise. Oui. Et comment tu as vécu cette annonce de cette surprise ? Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois avant, moi je souffre d'endométriose. Et quelques mois avant, j'avais été faire des analyses parce que j'avais eu plusieurs kystes au niveau de mes ovaires. Et on m'avait fait un test de stérilité pour savoir, parce qu'à 23 ans, j'avais eu beaucoup de problèmes. Et l'idée, c'était de savoir si un jour, peut-être, je pourrais avoir des enfants. Et on m'avait dit que j'avais 80% de stérilité. Oh, wow. Et j'avais également un anneau contraceptif qu'on met tous les mois. Donc, j'avais double protection, logiquement. Malgré ça, en fait, mon fils, je pense que c'était le destin. Il devait être là. Donc, il est arrivé malgré toutes ces barrières. Sur le moment, j'ai eu peur parce que je me suis dit, j'ai 23 ans, j'ai une vie qui est absolument pas stable. Enfin, on nous a beaucoup éduqués dans le fait qu'il faut avoir de la stabilité pour avoir des enfants, ce qui n'arrive jamais, soyons honnêtes. Mais voilà, je me suis sentie un peu au début terrorisée. Je me suis dit, je vais faire comment ? En plus, mon papa vivait à l'étranger. Avec ma maman, on n'a pas la meilleure des relations. Voilà, c'était un petit peu le chaos. Puis le papa, c'était mon meilleur ami. C'était quelqu'un que j'affectionnais énormément. Mais lui, il ne se voyait même pas avoir des enfants un jour. Donc, voilà. Mais je me suis dit, s'il est là, s'il est arrivé malgré tout ça, c'est qu'il devait être là. Donc, à aucun moment, tu as envisagé d'interrompre cette grossesse ? Si, au début, parce qu'on se dit, mais j'ai 23 ans, j'ai pas d'argent, je vis dans un studio, je fais quoi ? Et puis après, je me suis dit, en fait, d'autres l'ont fait. Puis de nouveau, j'étais sur ce principe qu'on m'a annoncé quelques mois avant, pas par hasard, que j'aurais des problèmes plus tard pour concevoir. J'étais sous contraceptif et que cet enfant soit passé à travers tout ça, c'est que pour moi, c'était le destin qui devait être là, au fait. Et j'étais claire, j'ai dit, même si je dois être toute seule, je le ferai toute seule. D'accord. Comment s'est passée cette grossesse alors ? Alors, dans l'ensemble, on va dire physiquement plutôt bien, à part, bien sûr, 23 ans, on a une certaine énergie, peut-être plus que quand on a des enfants plus tard, que je n'ai pas expérimenté, vu que j'en ai qu'un. J'ai continué à travailler, je travaillais en boîte de nuit, donc j'ai continué à travailler jusqu'à 2 semaines avant mon accouchement. Oh, wow. Donc, voilà, alors c'était assez marrant d'être derrière un bar en boîte, servir des cocktails et puis avoir un ventre. Et tu t'es sentie accompagnée pendant cette grossesse ?
Ouais, c'est un peu oui et non. Je me suis sentie assez seule dans le sens où j'étais jeune. Tous mes amis étaient très jeunes. Donc pour eux, j'étais la première de quasiment tous mes amis à avoir un enfant. Donc pour eux, c'était très bizarre aussi. Ils m'ont beaucoup suivi dans ma grossesse, dans le fait que c'était quelque chose de nouveau, quoi. C'était un petit peu comme on découvre un nouveau jeu vidéo, façon de parler. Donc j'ai été un peu accompagnée. Maintenant, mon papa étant à distance, j'ai eu un accompagnement à distance. Ma maman a quand même été présente. Et puis au niveau du papa, il était là sans être là. C'était très compliqué. Ok, justement, parlons du papa. Comment est-ce qu'il a pris cette nouvelle? Comme je l'ai dit avant, il ne se voyait pas forcément être père un jour. Il était encore plus immature que moi dans la tête. Il n'était pas du tout dans une maturité d'avoir un enfant. Clairement. Alors moi, je lui avais dit clairement, avec ou sans toi, je le garde. Maintenant, j'étais même prête à ce qu'il signe un papier comme quoi il renonçait à ses droits. J'avais aucun problème. Alors au début, il était là sans être là. Il a énormément eu de difficultés à gérer la chose, mais il a quand même été présent au mieux qu'il a pu dans ses capacités, en gérant ses propres émotions. Il n'était pas dans une période de sa vie non plus très facile. Puis voilà, puis c'était un gosse. Lui, il bossait aussi en boîte de nuit. C'était la fête. Puis c'était la fête à un autre niveau que le mien. Donc voilà, il n'était pas du tout dans ce mood. Et donc, tu te souviens de sa réaction quand tu lui as annoncé que tu étais enceinte? Ouais, vaguement. Je me souviens d'une tête où il est devenu tout blanc. Il m'a regardé, il m'a dit « T'es sûre ?» Je dis « 3 tests plus tard, ouais. » Il m'a dit « Ok. » Et il m'a dit « On fait quoi ?» Je dis, c'est là où je lui ai dit, moi j'avais déjà réfléchi à la question avant de lui en parler. C'est pour ça que j'ai dit clairement « Écoute, tu veux être là, ok. Tu veux pas être là, pas de problème. Mais si t'es là, par contre, t'assumes jusqu'au bout. Sinon, voilà. » Et il a eu son moment, il a disparu pendant 2-3 jours, histoire de digérer. Je crois qu'il a surtout dû se bourrer la gueule. Donc voilà. Après, j'ai pas eu vraiment de réponse très concrète. Mais il savait que j'allais faire les choses de toute façon. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas été très accompagnée de sa part. Malheureusement. Mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je lui en veux non plus. C'est la vie qui fait ça. Ok. Et comment est-ce que tu as vécu ton accouchement ? Alors, plutôt bien, fatigant, très fatigant, surtout pour un premier où je suis rentrée à l'hôpital au milieu de nuit, je crois vers 3h du matin, et j'ai accouché le lendemain à 14h54. Le travail a été très long. La première sage-femme que j'ai vue, qui m'a dit, au fait, votre fils est pressé de venir. Il est déjà arrivé avec 2 semaines d'avance, faut savoir. À la base, j'étais censée aller la semaine suivante faire la leg parade, sur un char avec mon ventre. C'était prévu. Donc, il arrivait avec 2 semaines d'avance et il se présentait la tête en haut, donc en regardant les étoiles. Voilà. Et ce qui a fait que ça a été très compliqué parce que ils n'ont pas pu le retourner. Et donc, ils ont commencé à essayer de le sortir à la ventouse. La ventouse a lâché. Et ils ont fini par le sortir au forceps et ils m'ont fait une épisiotomie. Est-ce que le papa était présent à l'accouchement ? Alors, le papa est arrivé plus tard. Au fait, ce qui s'est passé, pour résumer, que ce soit compréhensible, j'ai dû déménager de l'appartement où on était, donc le studio où on était, parce qu'on a perdu cet appartement, on s'est fait mettre dehors. Donc à peu près autour de mes 5-6 mois de grossesse, je suis partie revivre chez ma mère, toute seule. Et lui, à ce moment-là, il a disparu. Donc moi, je me suis dit, c'est bon, il n'est pas prêt, je laisse tomber. Et j'avais pas prévu de l'appeler le jour J, quoi. Et c'est ma mère qui a pris les devants et qui a dit, allez, je tente, je l'appelle. Donc tu l'as pas revu de toute la fin de la grossesse ? Je l'ai pas revu de toute la fin de la grossesse. Exactement. Et en fait, il s'est pointé à la mat, complètement bourré, parce qu'il croyait que j'avais déjà accouché. Et que son patron, où il travaillait, dans la boîte dans laquelle il travaillait, lui a ouvert le champagne parce qu'il pensait qu'il était papa. Alors, c'est super d'avoir un gars bourré à côté et vous qui êtes à moitié stone avec la péridurale. Donc, c'est pour ça que j'en garde un bon souvenir parce que pour moi, ça a été des grands moments de rire. Et puis, à la fin de l'accouchement, il a un peu viré au blanc et il m'a dit, il faut que j'aille prendre l'air. Et je ne l'ai pas revu pendant presque 3 semaines. Ok. Non mais alors en fait il a pas vu son bébé en fait. Alors il l'a vu parce que je l'ai eu sur moi, il l'a vu, mais ils m'ont enlevé mon fils mon fils allait bien dans l'ensemble, mais il avait une bulle d'air entre les poumons. Donc ils l'ont pris avec et ils l'ont gardé en observation. Donc ils l'ont embarqué.
Et puis, moi, j'ai terminé, on m'a recousu, très mal, merci. Enfin, voilà, c'est ma mère qui a pris un peu le relais. Puis, mon fils, ils l'ont gardé toute la nuit en chambre, enfin, en observation. Donc, ils m'ont mis dans une chambre sans bébé. Donc, j'ai dormi à point fermé, mais je me suis endormie d'un coup. Et quand du coup, tu as accueilli ton fils contre toi, qu'est-ce que tu as ressenti ? Un trop-plein d'amour et une incompréhension totale de ce qui se passait, au fait. Parce que c'était très, très particulier. On a d'avoir cette sensation on a fait grandir quelque chose à l'intérieur de nous. Il est là, on le sort. Il est sur nous. Ouais, c'est un trop-plein d'amour qui arrivait d'un coup. Et en même temps, j'étais très fatiguée aussi. Donc, voilà. Par contre, c'est le lendemain. Vu que je me suis endormie comme une masse tellement j'étais fatiguée, j'ai fait vraiment une nuit de 12 heures. Je me suis réveillée en sursaut avec le mode de « où est mon bébé ?» Et là, ça a été la panique. Parce qu'au fait, j'ai regardé l'heure et j'avais tellement dormi que j'étais en panique. Au fait, j'ai dit « mais au fait, j'ai pas eu de nouvelles de mon bébé. » Parce que moi, je m'attendais. Je me suis dit « je rentre en chambre, puis je vais attendre. » Et puis, non, en fait, j'étais tellement crevée que j'ai dormi. Ils n'ont pas voulu me le redescendre parce que je dormais trop bien, en fait. Okay. Donc, voilà, et il allait bien. D'accord. Et donc, tu t'es rentrée à la maison après le... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, j'ai fait presque 2 semaines d'hôpital parce que mon fils a eu la jaunisse. Voilà, le classique. Et ça n'arrivait pas trop à redescendre. Et au final, c'était pas si mal parce que j'ai fait mon baby boom, enfin, mon baby blues. Baby blues, pardon, droit derrière. Et avec le papa qui avait disparu, t'étais pas plus mal. J'étais pas plus mal. Surtout, ce qu'il faut comprendre, et c'est important pour la suite de l'histoire, c'est que à cette époque-là, le papa est parti chez son ex-copine. Il vivait chez elle parce qu'il n'avait pas d'endroit où loger, puis elle l'a accueilli là-bas, et cette personne avait des mauvaises intentions envers moi, et le jour où j'ai accouché, elle m'a envoyé un message pour me dire que mon fils était un bâtard, et que j'étais excusez-moi du mot, mais une salope. Et que de toute façon, son père, enfin, qu'elle n'avait pas de père, enfin bref, j'ai eu toutes les insultes du monde par message. Donc ça a aggravé, on va dire, sur le coup, j'ai eu la colère d'abord, où j'avais qu'une envie, soyons honnêtes, c'était les triper. Et puis après, voilà, après il y a tout qui est redescendu, le papa ne me donnant pas de nouvelles, t'as été là, mais t'es plus là, enfin, ça m'a fait un gros choc. Et j'ai eu de la chance d'avoir des sages-femmes qui ont été hyper bienveillantes, hyper à l'écoute. Et ça, c'est merci beaucoup à elles, parce que, voilà, j'ai pu parler et tout, et ça a pris quelques jours, et après, ça allait. Du coup, tu as été bien entourée À la mat, j'ai été bien entourée. Ok. Et ensuite, donc, du coup, le retour à la maison... Le retour à la maison, j'étais chez ma maman. 3 jours avant d'accoucher, j'avais été visiter un appartement. Donc, j'ai signé mon bail qu'elle a ramené. Et puis, on a fait le déménagement petit à petit. Mais j'étais encore chez ma maman. Puis, quand j'étais un peu installée, j'ai pu enfin déménager chez moi. Dans mon tout petit 3 pièces. Ok. Et donc, tu es arrivée avec ton fils. Et est-ce que le papa vous a rejoint à un moment ou... Alors, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que entre les messages que j'avais reçus de cette jeune fille, toutes ces histoires, j'avais aucune envie qu'il soit là, au fait. Il est venu se pointer 1 ou 2 fois en bas de la maison. Mais voilà, il n'est jamais monté. Il m'a déjà vu par la fenêtre me promener avec mes amis avec la poussette. Il était conscient, mais je pense qu'il avait un travail interne et quelqu'un derrière qui était en train de lui mettre une espèce de pression malsaine. Et il n'était pas au courant de tout ce qu'elle m'avait écrit. Il a été au courant, au fait. Là où on a repris contact, c'est que elle a continué à m'envoyer des messages. Elle m'a appelé au milieu de la nuit pour m'insulter. Et j'ai été porter plainte. D'accord. Donc, en portant plainte, lui a découvert ce qu'elle avait fait. Et là, ça a fait ni une ni deux, il a pété un plomb, en fait. Donc, et là, je pense que dans sa tête, tout s'est remis en place et il est venu, il s'est excusé, il voulait voir son fils, enfin voilà. Et je lui ai dit, ok, mais par contre, là, il est petit, si maintenant tu viens, tu restes. Enfin, tu restes présent. Qu'il ne soit pas avec moi, m'en fiche, mais tu restes présent pour lui, sinon, on stoppe dès le début, parce que psychologiquement, c'est pas bon pour lui. Donc, je lui ai fait prendre conscience de ça. Et non, il était déterminé, il voulait être là. Au début, je voulais pas forcément qu'il vienne habiter à la maison, mais il n'avait pas de logement. Donc, on a fini par vivre ensemble. D'accord. Et puis, ça nous a permis de trouver aussi une alternative de lui travaillant la nuit. Il pouvait s'occuper un peu de son fils la journée, être présent. Et puis, moi, je m'en occupais plus le soir. Enfin, voilà, on arrivait à jauger comme ça. D'accord. Voilà. Mais donc, vous viviez ensemble, mais vous n'étiez plus un couple. Au début, non. Au début, non. Après, c'est comme tout, ça a vite viré.
Voilà, il y a plein de choses qui se remettent en place, mais on a toujours été un couple très instable. On était des meilleurs amis. Avant tout, quand j'ai déménagé chez lui à l'époque, en allant habiter dans son studio, c'est parce que je venais de quitter un conjoint qui était violent. Voilà, mais c'était pas la relation idéale d'un parent, enfin d'une mère et d'un père qui a une relation stable. C'était très en dents de scie. Puis c'est quelqu'un qui avait beaucoup de démons internes, en fait. Ça aidait pas non plus. Je portais un petit peu tout à bout de bras. Mais c'était OK. Voilà, à ce moment-là, c'était comme ça. D'accord. Il s'est passé quelque temps. Et au bout d'un moment, le drame. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter Bien sûr. Alors, au fait, mon fils avait 2 ans et demi. Le père de mon fils, ça faisait la énième fois que c'était... en dents de scie dans notre relation, et j'ai découvert des messages, des choses qui allaient pas, puis j'en avais marre, au fait. Et ce jour-là, j'ai craqué. Enfin, j'ai juste eu le déclic, au fait, de toute femme qui se dit au bout d'un moment, c'est stop maintenant. Je pense à moi, à la suite. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit, écoute, on n'est pas fait pour être en couple, je t'aime énormément, mais je pense qu'on va chacun prendre notre route. Et puis, on va faire les choses comme tout bon parent séparé. Je suis une fille de parents séparés, donc tu prendras ton fils autant que tu veux, voilà, mais on va garder une bonne relation ensemble pour notre enfant, mais tu vas vivre où tu veux, mais loin de chez moi, etc. Et il faut savoir qu'il était déjà dans une phase de vie qui n'était pas facile. Il a fait des dépressions, il n'était pas bien, pas soutenu par sa famille, soyons honnêtes, entouré de personnes très malveillantes qui l'a fait tomber aussi dans la drogue. Il a essayé d'arrêter pour son fils, mais voilà, il est retombé sur d'autres personnes qui ont enfoncer le clou de nouveau. Ce jour-là, je crois que ça a été juste la goutte d'eau qui a fait déborder une piscine, même un océan. Et je pense qu'il a compris qu'il perdait tout, au fait. Parce que je pense que j'étais un peu cette stabilité, cette force et cette force tranquille et cette stabilité qui le maintenait un peu hors de l'eau. Sauf que moi, il fallait que je pense à moi. J'avais repris mes études en plus. Donc voilà, il fallait que je m'en sorte. Et ce jour-là, il est rentré à la maison, il a fait un bisou à son fils, il a un câlin au chien, il n'a pas osé me regarder. Il a pris la laisse du chien, il m'a dit « je vais à la cave chercher des affaires ». Et il n'est jamais remonté. Et là, j'étais avec une amie et en fait, je disais « c'est bizarre, il ne remonte pas, c'est bizarre. Enfin, il y a 3 cartons dans la cave, quoi. » Je lui dis « écoute, reste avec mon fils, je descends, je vais aller voir ce qu'il fait. » Je suis descendue dans la cave et je l'ai trouvé pendu à la laisse du chien, en fait. Donc voilà. Donc premier réflexe que j'ai eu, c'est, mis à part crier, c'est de trouver dans la caisse à outils que j'avais dans la cave une pince, de le soulever et de couper. Il est tombé. Littéralement, il est tombé. Moi, les premiers réflexes, c'était de le réanimer. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu, bouche à bouche, massage cardiaque. J'avais pas mon téléphone. Donc par contre, il y avait le sien. Donc première chose que j'ai fait, c'est... Après, c'est prendre le téléphone, d'appeler l'ambulance. J'ai crié dans mon couloir pour que quelqu'un descende. Mon concierge est arrivé. L'ambulance est venue très vite. Et à ce moment-là, je pense que c'est un peu le trou noir dans ma tête. J'avais mon amie qui était avec mon fils en haut. Donc, ça m'a un peu apaisée. Elle a compris ce qui se passait. Elle s'est débrouillée pour appeler ma mère. En fait, à ce moment-là, j'avoue, je ne sais plus. Je sais que ma mère a débarqué. Je sais que mon fils était entre bonnes mains. La seule chose à laquelle je pensais, c'était hôpital. Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'appelle ? Je ne savais plus. Donc, on est parti à l'hôpital. Et puis, il est resté 3 jours en soins intensifs parce que je l'avais réanimé. C'est ce qu'ont dit les ambulanciers. En fait, il était en mort cérébrale, mais comme je l'avais détaché, j'avais fait de la réanimation et qu'il y avait un pouls qui était revenu, ils avaient l'obligation de le garder 3 jours au fait en soins intensifs. Si j'avais rien fait, qu'il était resté suspendu et puis qu'ils étaient venus, qu'ils avaient constaté la mort, il serait mort à ce moment-là. Mais moi, c'était exclu de le laisser comme ça. Donc voilà. Et puis 3 jours de soins intensifs, ça s'est très très mal passé avec ses parents. J'ai pas eu le droit d'être là quand ils l'ont définitivement débranché. D'accord. On m'a jeté dehors. Et à ce moment-là, j'ai des brides de souvenirs de plein de choses, mais c'était très, très, très compliqué. Oui, je viens de croire. Ok. Et comment t'as traversé ce choc ? Je crois que je me suis mise dans un mode de survie. Parce qu'à ce moment-là, je le dis et je remercie beaucoup tous les gens qui m'ont entourée à ce moment-là, parce qu'ils m'ont beaucoup déchargée de mon rôle de maman. Parce que j'ai vraiment des moments où je bug, je n'ai pas forcément de souvenir de tout. C'était le chaos. Le chaos. Il m'a fallu un moment pour comprendre, me remettre. Au début, j'étais en robot.
Je faisais pour faire, j'écoutais, j'étais là sans être là. Tout ce qui s'est passé après n'a pas été simple. Parce qu'on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Les parents du père de mon fils ne sont pas forcément... Voilà, je le dis, hein, et je l'assume totalement, des gens très bienveillants. Il y a eu beaucoup de problèmes. Le jour de l'enterrement, je me suis fait insulter. Pendant qu'on mettait en terre le père de mon fils. J'ai été traitée comme une moins que rien. On m'a dit que c'était moi qui l'avais pendu. Ils ont même été jusqu'à la police. Non, ça a été très loin. Ils ont même voulu m'enlever la garde de mon fils. Ça a été très très loin. J'ai vraiment pas eu... à ce moment-là, j'étais vraiment en mode survie, mais en mode Wonder Woman. D'accord. Je fais tout pour protéger mon gamin et je fais tout pour moi. Et puis poussez-vous de mon chemin, je vous dégomme en fait. Et je crois que ça a été vraiment ça. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai cette espèce de force où je me laisse pas abattre quand quelque chose va pas. Ok. Vraiment. Mais est-ce que tu as pu faire ton deuil ? Très tard. Et très difficilement. Et je l'avoue, je suis pas sûre d'avoir tout le temps, d'avoir complètement fait mon deuil. Parce qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est ce qui manque, c'est pas la relation d'un conjoint avec une conjointe, parce qu'elle était chaotique, notre relation. Par contre, ce qui me manque, c'est mon meilleur ami. C'est mon ami, c'est le père de mon fils qui a manqué... mon fils va avoir 17 ans quand même. Donc il a manqué beaucoup de périodes de sa vie et j'ai pas l'impression d'avoir pu faire normalement mon deuil. Ça m'a pris plus de temps peut-être et je pense qu'il y a encore des parties qui sont pas totalement faites. Comment tu réinventes ta vie quand tout s'effondre autour de toi comme ça ? En fait, je pense que c'est ça, quand on est maman, on a à un moment ce mode warrior qui se met en marche et on se dit qu'on n'a plus le choix en fait. Donc certes, je sais qu'il y a des mamans, quand on est surmené en tant qu'être humain, on abandonne et je le comprends et je le conçois quand on vit des choses très difficiles. Mais je pense que pour moi et mon caractère, je me suis mis en mode vraiment warrior et même en mode, je dirais, kamikaze militaire où pour survivre, je devais me battre. Et je me suis battue. Le fait qu'on ait essayé de m'enfoncer alors que j'avais absolument rien fait. Et ça, c'est le plus compliqué. Et c'est là où je me suis mis en mode militaire. Ouais, j'ai vraiment cette vision on m'a jeté dans un cercueil fermé et commencé à enterrer et que j'ai dû casser le cercueil et sortir de la terre, comme un zombie. Voilà. Je ressens, c'est que tu es restée convaincue tu ne t'es pas mise à douter de toi. Non, jamais. Et ça, c'est... Jamais. C'est beau. C'est ça, au fait. C'est pour ça que je disais, je comprends qu'on peut s'effondrer. Mais moi, je me suis mis vraiment dans ce mode de... J'ai rien à me reprocher dans l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute. C'est juste une accumulation de choses qui venaient déjà depuis son enfance. Et moi, j'ai eu ma période où je me suis remise en question. Je me suis posée, est-ce que moi, il y a quelque chose ? Mais non, en fait. Et on me l'a confirmé. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste lâché quelque chose qui était normal, en fait. Et ce qu'il a fait, c'était son choix. Oui. Et ça, c'est très important que les gens comprennent. C'est quelqu'un qui décide de passer à l'acte. C'est son choix. C'est le choix de personne d'autre, en fait. Et lui, c'était son choix, en fait. Donc, je ne l'ai pas du tout pris pour moi. Et justement, je me suis jamais j'ai jamais douté du fait que, ça ne va pas le faire ou je ne vais pas m'en sortir ou non. C'est OK. Écoute, on prend, on y va et on fonce. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé à tenir debout ? Un petit peu les gens qui m'ont entourée quand même, parce qu'à ce moment-là ça fait un gros tri. Faut savoir qu'un truc comme ça, on passe de 50, 100 amis à 4 personnes, mais les 4 personnes qui ont été là, elles ont été bien là. J'ai eu aussi la chance d'avoir des voisines qui ont été très présentes pour mon fils, donc ils m'ont beaucoup aussi accompagnée. À l'époque, j'étais en apprentissage. J'ai aussi un patron qui a été bienveillant. Ils sont venus à l'hôpital, ils m'ont beaucoup soutenu, ils ont accompagné mon fils, ils ont été très présents aussi. Donc voilà, après, de moi-même, je pense que c'est de me dire que de continuer à vivre. C'est ça. C'est de me dire que, OK, la vie s'est arrêtée pour quelqu'un, mais elle ne s'arrête pas pour moi. Je crois que c'est ça qui m'a donné la force d'avancer, c'est que la vie est belle. Elle n'est pas facile, mais elle est très belle. Tu as des moments où tu t'es dit, je vais y arriver, ou au contraire, des moments où tu t'es dit, non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire? Oui, bien sûr. Les moments de doute, on en a tous. Et oui, surtout qu'en plus, j'étais en études, c'était pas facile. Il a fallu tout réorganiser, la gestion de la garde, parce que c'était le papa qui gérait la journée. Moi, j'allais travailler. Puis le soir, c'est moi qui prenais la relève.
voilà, ça a été, il y a des moments où je me suis dit, mais comment je vais faire financièrement, comment je vais faire déjà que c'était pas facile parce que c'est moi qui tenais la maison, mais c'était encore pire. Enfin, ouais, il y a des moments où j'ai douté. Et puis, après, je me suis dit, ouais, de nouveau, on se met en mode warrior et puis on y va, quoi. Et comment est-ce que tu as réussi à nourrir le lien avec ton enfant à travers tout ça? Alors, la première chose qui m'est venue quand il y a eu le décès, c'est que j'ai voulu prendre soin de mon fils. J'ai fait appel à une psychologue de la police, on m'a fourni quelqu'un, et j'ai tout de suite fait en sorte de mettre en place des choses pour protéger le mental de mon fils le plus possible. Donc, il a été accompagné par une psychologue depuis le début du décès jusqu'à l'âge de ses, si je ne dis pas de bêtises, 14-15 ans, où elle a estimé qu'il était bien, ce qui nous a permis ensemble de traverser les moments de doute et de questions, dont un moment vers l'adolescence, début de l'adolescence, où la mort de son père s'est retournée contre moi. C'est normal. D'accord. La psy m'a expliqué que c'était normal, ça allait arriver, et j'ai remis les points sur les i et les barres sur les t, et on est passé à autre chose. Tu veux dire que c'est un moment où il te l'a reproché? Oui, c'est un moment où il me l'a reproché. D'accord. Oui, c'est normal. Ok, et la psy t'avait averti Elle m'a averti qu'à un moment dans sa vie, il le ferait. Okay. Et que ça allait très certainement arriver à l'adolescence. Okay. Donc la première chose, voilà, c'était de m'occuper du bien-être de mon fils et mon bien-être ensuite à moi, sans m'oublier. Mais voilà, il fallait d'abord que je le protège lui pour l'accompagner au mieux dans son développement parce qu'on allait être tous les deux, même si après il y a une troisième personne qui est venue dans l'équation magnifique et qui nous a beaucoup aidés. Et vraiment, c'était l'idée que voilà, donc, que tout aille au mieux pour lui et ensuite pour moi. Et donc, tu as trouvé ta propre façon d'être mère à travers tout ça? Ouais, et le lien qu'on a créé, lui et moi, je crois que c'est ça, au fait. C'est que j'ai essayé d'être le plus présente sans l'étouffer et surtout, je me suis toujours fait une promesse, c'est de lui dire les choses. Avec les mots de son âge, mais toujours lui dire étape par étape. On a commencé par utiliser un livre de Blanche-Neige pour expliquer ce qu'était la mort et a terminé par lui raconter dans les grandes lignes, sans besoin de rentrer dans les détails, mais même de ce qui est arrivé, de comment j'ai vécu les choses le mieux possible. Alors, il n'a pas forcément l'intégralité de mes sentiments parce que c'est compliqué, mais de lui faire comprendre de ce qui s'est passé, que c'est ni de sa faute, ni de la mienne. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est au début que lui culpabilise pas, parce que ça n'a rien à voir avec lui. Son père était heureux de l'avoir dans sa vie. Je crois que c'était la bouffée d'oxygène de toute sa vie au final. Il a eu son moment où il a fallu s'en rendre compte, mais il aimait infiniment son fils. Il était hyper présent pour lui, même quand il allait pas bien. Il a toujours été là, il a essayé de se sortir de plein de situations pour lui. Donc ça, j'en doute pas, son fils, il l'a aimé plus que tout. Et je pense que c'est juste un raccrochement à tout ça. Ça a mis un lien fort entre nous, mais en même temps, il y a des moments où j'ai eu du mal à trouver ma place de maman. Soyons honnêtes, parce que j'ai essayé aussi de moi compenser avec ma place de femme et de tout ce qui se passait. Je suis pas la maman qui va chercher son enfant à la sortie de l'école. Je déteste les trucs de maman. Je suis vraiment le cliché de la maman pourrie. Non, non, mais je suis pas la maman qui allait attendre tous les après-midi son enfant. J'essaie de le rendre le plus autonome possible aussi. De l'accompagner au mieux, d'essayer d'écouter ses besoins et surtout de beaucoup dialoguer. J'essaye de dire tout à mon fils et je lui demande de dire tout et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même cette relation qui est assez belle où on se dit beaucoup de choses. Oui, c'est ce que j'allais te demander, c'est à quoi ressemble ton lien maintenant, aujourd'hui, avec ton fils? Mon fils a 17 ans, c'est l'ado pur et c'est un geek. Alors moi, il fait pas de conneries dehors, mais on va dire qu'il sait que je suis présente pour lui. Ouais. Il vient moins vers moi parce qu'il est dans son monde. Mais je sais que ça changera. Mais avant sa période adolescente, j'ai toujours accompagné, on a toujours discuté, j'ai dit il faut dire les choses. Être honnête, l'honnêteté ça fait mal des fois, mais c'est important. Donc, on essaye beaucoup de dialoguer. Je veux dire, on n'a pas de tabou avec mon fils. Même quand il est arrivé à l'âge de parler de la sexualité, on a parlé de la sexualité sans tabou. J'ai lui-même fourni des capotes. Non, mais voilà, c'est normal, en fait. Enfin, j'essayais vraiment de garder un lien. Je ne suis pas sa pote, mais je dois être sa première personne à qui il peut venir dire ça ne va pas, ou j'ai besoin d'aide, ou ça va aussi, j'aimerais faire ça. Enfin, voilà. Après, c'est pas la fusion peut-être qu'ont certains parents où ils sont tout le temps collés à leurs gamins. Ayant eu beaucoup d'obligations étant jeune, j'ai plutôt tendance à laisser mon fils faire comme il veut. Ouais. Je le laisse respirer. Et il sait que je suis là.
Mais c'est à lui de venir quand lui, il estime qu'il a besoin. Je ne vais pas tout le temps être derrière et c'est pas ma façon de faire. Et tu es fière du chemin que tu as parcouru? Alors avec moi-même, oui. Ah oui, quand je prends du recul, oui, je me dis, aujourd'hui, je suis même indépendante. Je veux dire, j'ai décidé de tenter l'aventure de l'indépendance, qui est, avec un enfant de 17 ans, c'est pas simple parce que je vis seule. Je suis fière, très fière. Et je me dis que, et de nouveau, je souhaite ça à personne. Mais je regrette absolument rien. Je suis pas quelqu'un qui a des regrets. Et si je devais refaire la même chose, je ferais tout pareil. Pourquoi ? Parce que je serais pas là où je suis aujourd'hui et comme je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ça. Donc vraiment, je changerais rien. Est-ce que tu as réussi à préserver une place pour toi, la femme? Alors oui, j'ai continué à avoir une vie active, j'ai continué à sortir, j'ai continué à avoir une vie de jeune femme aussi de la vingtaine en fait, donc avoir des activités. Enfin, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai rencontré une personne super qui partage encore ma vie, ça fait 13 ans maintenant, qui a été un peu le papa de substitution. Où mon fils lui a demandé au bout d'1 année de l'appeler papa, il était tout content, donc sur les papiers c'est un beau papa. Mais voilà, c'est un papa, il a été un papa très présent, qui nous a beaucoup aidés aussi. Mais ça reste pas que j'ai quand même toujours été une maman solo. Parce que c'est mon enfant, et voilà. Et puis, je vis pas à plein temps avec mon conjoint, donc voilà, ça amène aussi beaucoup de choses. Mais j'essaye de pas m'oublier, et c'est ce que j'essaye d'apprendre à mon fils aussi. Et à travers ce que je fais avec la danse, c'est ce que j'apprends aux femmes que j'accompagne, c'est de pas s'oublier. Parce qu'avant d'être une mère ou la conjointe on est une femme. Donc, c'est une pyramide. C'est que sinon, on n'est pas stable. En tant que femme, on ne peut pas être stable pour son conjoint, enfin pour sa relation de couple, et pas stable pour sa vie de famille, en fait. Et tu te sens quand même reconnue ou valorisée dans ton parcours ou... De maman Même de femme? Alors, de femme, en fait, je crois que j'ai appris à pas trop attendre des autres à ce niveau-là. Il y a un moment où j'ai beaucoup cherché la validation. Mais ça, c'est aussi un parcours de vie où quand on n'a pas eu des gens très présents qui nous ont dit qu'ils étaient fiers de nous, c'était très compliqué. Et ce qui fait que ça a créé, comme tous, des traumas et des besoins. Et apprendre à dire, j'ai pas besoin de la validation des autres. Voilà, à un moment, je l'ai cherché. Maintenant, je la cherche plus. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ces années, avec ce parcours? Je dirais que ce que j'ai appris le plus, c'est à quel point on a une capacité de se dépasser, et une capacité d'encaisser et de se remettre en question, de grandir et de faire si on fait le choix, bien sûr, parce que beaucoup de gens malheureusement ne le font pas. Faites le choix que toutes vos épreuves deviennent une force, deviennent quelque chose de positif. Parce que dans toute chose négative, il y a un point positif. On ne le voit pas au début, c'est OK. Mais c'est toujours pour quelque chose de mieux. La vie fait bien son travail. Est-ce qu'il y a une phrase, une croyance, une chanson, quelque chose qui t'a porté à travers tout ton vécu? Ou plusieurs, parce qu'on parle de plusieurs années quand même. Je vis musique, je mange musique, je dors musique. Je dirais qu'il y a eu plein de choses. Après, je dirais qu'il y a plutôt un artiste qui m'a accompagnée tout au long de ma vie, déjà dans mon adolescence. Et les gens qui me connaissent comprendront, mais Rock Voisine. D'accord. J'ai entendu sa voix quand j'étais toute petite. Je suis tombée amoureuse d'une âme, en fait. Et c'est quelqu'un qui m'a portée, qui m'a accompagnée pendant mon enfance, mon adolescence à travers ses chansons, dans ma période compliquée de début de vie d'adulte, et qui me porte encore aujourd'hui. Et je dirais que c'est pas une chanson, c'est un artiste qui m'a beaucoup accompagnée, parmi peut-être d'autres choses, mais c'est la première chose qui me vient. D'accord, voilà. Merci. On arrive au terme. S'il y avait devant toi une jeune femme qui vit la même chose que ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Crois en toi, vraiment. N'aie pas peur, quand on tombe, on se relève toujours. Donc, entoure-toi des bonnes personnes. N'aie pas peur de faire le tri autour de toi. Quitte à avoir qu'une seule personne qui t'accompagne, elle t'accompagnera correctement. Donc, vraiment, fonce. Pense à toi avant de penser aux autres. De nouveau, c'est pas être égoïste que de penser à soi. On peut pas être de nouveau bien avec son enfant
Sinon, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Et c'est hyper important. Donc, c'est accroche-toi, je te rassure, je te promets, ça va aller mieux. Et c'est un peu ce que tu dirais à la Shani qui avait 23 ans. Ouais, si je retournerais là-bas, je dis ça va être dur, mais t'inquiète, tu vas t'en sortir. Et tu verras, tu vas vivre des choses incroyables en dehors de ça et ça va te forger. Mais t'es obligé d'en passer par là des fois. Et voilà, c'est dans la douleur, malheureusement, qu'on apprend beaucoup de choses. Mais c'est comme ça. Ok. Bah écoute, je te remercie infiniment pour ce partage. Merci à toi. d'avoir raconté ton histoire qui est vraiment très précieuse et moi qui me touche en plein cœur. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant en fait ? La réussite d'indépendante totale et la continuité de la liberté totale de ma vie. Alors, et un jour d'avoir un van et de partir faire le tour du monde. D'accord. Bah écoute, je te souhaite tout ça. Merci. Merci infiniment. Merci à toi. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à elle pour ce témoignage à la fois fort et sensible. Elle a traversé l'inattendu, le deuil, la maternité en solitaire, et elle l'a fait avec une force qui force le respect. Derrière ces mots, il y avait aussi beaucoup de douceur, de lucidité et d'amour. Merci à toutes celles qui, comme elle, tiennent bon, même quand la vie vacille. À très bientôt pour un nouvel épisode de Maman et moi.